Hello everyone. Bonjour tout le monde. Bienvenue, chaleureux à chacun d'entre vous et merci d'être parmi nous pour la première conférence sur la santé des enfants. Je suis Dénès Kassonkami et je suis directrice du secrétaire de GSI à Washington, D.C. La conférence est sponsorisée par l'organisation membre et financée par l'USAID. Cette conférence est un jalon important pour soutenir les objectifs de l'équipe d'intervention pour la santé de l'enfant, qui est pour les programmes de santé totaux. Et la conférence soutient le plan stratégique de l'équipe d'intervention pour la santé de l'enfant et soutient l'action, l'initiative pour la survie de l'enfant, qui est un nouvel appel à l'action. Pendant les 7 prochaines années, l'équipe se concentre sur les partenariats avec 54 pays qui connaissent des décès d'enfants, de bébés et de jeunes enfants excessifs et pour atteindre la cible des SDG pour donc les objectifs du millénaire pour réduire le décès des enfants de moins de 5 ans. Donc, on veut accélérer les progrès jusqu'à atteindre les SDG, réduire les inéquités dans la santé des enfants. Nous avons 4 objectifs. Nous allons identifier des facteurs clés qui perpétuent les inégalités de la santé de l'enfant à travers les pays. Nous allons échanger des renforcements de systèmes et des solutions programmatiques. Nous partageons des cadres de travail et des modèles pour nous aider à mesurer le progrès pour la réduction des inégalités et pour la redevabilité. Finalement, nous collectons des opinions, des retours d'informations dans le domaine du bien-être et de la survie des enfants. Pour réaliser ces objectifs sur 2 jours, nous avons des intervenants qui amènent énormément de connaissances dans nos conversations. Ce sont des leaders pour la conception, l'implémentation et la création de programmes pour la santé de l'enfant. L'ordre du jour nous donne un mélange de formats de sessions et de flexibilité pour mieux participer. On commence par une plénière aujourd'hui et ensuite nous passons à des sessions concurrentes. Et dans cette session concurrente, nous allons analyser la manière de définir les inégalités, comment nous abordons cela. Et demain, nous allons voir comment nous mesurons les inégalités. Nous avons également une opportunité dans cette plénière pour interagir à travers des questions-réponses avec les intervenants. Donc, posez vos questions dans le chat au fur et à mesure du discours, de l'intervention des intervenants. Nous avons des affiches et des sessions de renforcement de capacité. On en a également des discussions informelles en petits groupes et nous aurons l'opportunité d'établir du réseautage. Et n'hésitez pas à utiliser cette opportunité parmi les nombreux collègues qui font partie de l'équipe d'intervention. Finalement, on vous invite à continuer à déployer cette discussion à travers les médias sociaux pendant que vous affichez par LinkedIn, Twitter ou Facebook. Et si vous regardez sur la plateforme de la conférence, vous allez voir des exemples de posting d'affichage que vous pouvez mettre dans les différents feeds pour qu'on puisse améliorer et élargir la conversation. Dans cette plénière d'ouverture, nous analysons à la compréhension des inégalités, pourquoi c'est important. Et je veux demander pourquoi c'est important. Les intervenants vont nous rappeler qu'il y a plusieurs mélanges d'anecdotes sur la survie de l'enfant du niveau global
pour aller dans les pays. C'est une histoire de deux pays. Un pays qui fait de très grands efforts et progrès, et un autre qui, qui n'arrive pas à réduire la mortalité des moins de 5 ans. On passe du niveau national aux communautés. C'est une histoire de deux communautés. Une communauté s'occupe, sauve ses enfants, alors qu'une autre perd ce capital humain formidable. Des communautés aux familles, ce sera une histoire de deux familles. Une famille a l'enfant qui survit. Une autre famille perd son, leurs enfants. Et finalement, c'est l'histoire de deux enfants. Un enfant qui survit, un autre meurt. J'espère que pendant cette session, vous faites attention aux intervenants et que vous réfléchissez sur la manière dont vous et moi, nous pouvons participer à une histoire différente, une histoire de survie, une histoire de l'espoir, une histoire d'espoir. Et donc, je suis heureuse de présenter nos intervenants de la plénière. Messi Djouma, elle est journaliste célèbre dans le monde. Elle travaille comme correspondante BBC News Afrique de l'Est. Elle est également spécialiste des communications stratégiques avec une expertise en des anecdotes d'impact social, conception et d'implémenter des messages culturellement pertinents et des plans culturels. Elle a une maîtrise en relations internationales des États-Unis, de l'Université internationale d'Afrique et elle, elle siège à plusieurs conseils tels que MANA pour les femmes, les mères. Missy a présenté et facilité des discussions dynamiques et engageantes sur différentes plateformes, y compris l'Assemblée générale de l'ONU, le Festival international du journalisme, l'Assemblée internationale de la santé et beaucoup d'autres conférences sur la santé globale et scientifique. Donc, merci. Merci aura la parole à présent. Merci de m'avoir ici. À vous tous, c'est avec plaisir que je suis votre hôte et modérateur pour cette session. Et bienvenue, bonjour de Nairobi. Bon matin, bon après-midi, bonsoir, en fonction de là où vous êtes. Et merci de passer un peu de temps avec nous. Et croyez-moi, vous avez fait l'une des meilleures décisions aujourd'hui et demain pour participer à cette conférence. À part le journalisme, une chose que je dis toujours lorsque j'ai l'opportunité c'est que je suis un défenseur de la santé maternelle et du nouveau-né. J'ai tant de patients investis dans cela et c'est intéressant qu'on parle de les inégalités de la santé des enfants. Il y a un aspect moral. Il y a des inégalités dans ce domaine et Dainès a parlé des inégalités qui sont injustes, systématiques, qu'on peut prévenir et non nécessaires. Les inégalités existent dans la santé pour l'enfant. Dainès l'a mentionné, on a parlé de ces anecdotes de pays, des communautés, des familles et aux enfants individuels. Je vais vous raconter une histoire. J'aimerais qu'on rencontre ce petit garçon de 3 ans, Suleiman. J'ai rencontré Suleiman en 2022, à la fin de 2022, dans un centre de stabilisation malnutrition à Baïdoura, en Somalie, lorsque j'étais en mission là-bas. Et Suleiman était dans ce centre depuis 3 mois. Il est venu sévèrement mal nourri.
Et le, pa- le, le personnel de santé essaie d'améliorer sa santé depuis 3 mois. Et voilà, après 3 mois, à quoi il ressemble. Après 3 mois, quand je parlais à la mère de Suleiman, une chose que j'ai notée, c'est que Suleiman est un enfant à 0 dose. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que Suleiman n'a jamais reçu aucun vaccin qu'il est supposé recevoir. Aucun. Il est, il a eu, il y a eu une grande sécheresse, changement climatique, une crise sécuritaire. Il a subi tout ce qu'a limité COVID-19, tout ça. Il n'a que 3 ans. Quand les chiffres ont été publiés des morts de Somalie, ils étaient à 43 000 en 2022 seulement. Et la moitié, c'était des enfants de moins de 5 ans. Et je suis désolée de vous dire aujourd'hui que un de ces morts, c'était Saleha, le frère jumeau de Suleiman. Saleha était également un enfant à 0 dose. Mesdames et messieurs, on parle de 2 enfants. Je ne sais pas comment Suleiman va aujourd'hui, mais nos discussions, ce qu'on fait de cette conférence par la suite, comme personne en tant que donneur, comme entité privée et en tant que gouvernement, va déterminer si Suleiman vit et, et s'il aura 10 ans en 2030 ou bien si on va passer au passé comme son frère Saleha. C'est un grand honneur d'être modérateur aujourd'hui et demain. On va penser à Will Suleiman. Je vais aller directement à notre premier prénariat et je peux dire qu'on est là pour comprendre où existent les inégalités entre qui et pourquoi c'est important. Et notre premier intervenant, Atul Gawande, l'assistant administrateur pour à USAID. Vous avez la parole, Dr. Atul. Bonjour, je suis tellement heureux d'être parmi vous. C'est un moment crucial. On a, on a perdu notre focus sur nos enfants et on paie le prix à présent. Après des décennies de progrès et nos progrès ont été réduits. Merci à l'équipe d'intervention pour la santé d'enfants pour cette conférence et pour votre leadership pour empêcher la mort des enfants à travers le monde. Depuis 30 ans, les efforts de cette communauté ont généré un déclin important entre du nombre des enfants qui meurent. C'est extraordinaire. 7,5 millions d'enfants sont morts, sont morts, soit une baisse de 60%. Et c'est grâce aux changements tangibles. Les enfants sont mieux protégés contre les maladies mortelles grâce à une meilleure nutrition et les vaccins. Ils récupèrent plus rapidement après une maladie parce qu'il y a un meilleur accès aux, à des soins qui sauvent leur vie. Et il y a il y a un espacement des grossesses grâce au planning familial. Plus d'autres personnes plus de familles ont accès à la nourriture nutritive et à l'eau potable propre et avec des travailleurs de la santé qui donnent des soins essentiels avec la nourriture essentielle. On doit célébrer cela, mais la réalité est 5 millions d'enfants meurent chaque année malgré tout. La plupart de ces décès pourraient être empêchés. 54 pays ne sont pas sur le bon chemin pour réussir les cibles de réduction établies par les objectifs SDG en 2030. Pendant COVID, beaucoup de systèmes de santé, les ressources ont été envoyées des vaccinations et des soins de santé pour les enfants, les communautés et les établissements. C'est des perturbations des services publics ont été annoncées par l'OMS dans pratiquement tous les pays et cela a empêché la capacité des travailleurs de la santé à aborder beaucoup de manières faisables pour sauver la vie des enfants. Vu nos tendances macroéconomiques, on voit également que beaucoup de pays USAID dans lesquels nous travaillons auront une ligne plate
en ce qui concerne leur budget et leurs investissements qui devraient ne pas croître. Donc, surtout, le budget pour la santé de l'enfant est encore très faible dans la zone subsaharienne. On a une grande des stress et de grands chocs vus au conflit, déplacement des populations, des épidémies et des crises naturelles qui, qui augmentent tout ce que les pays ont dû souffrir pendant la pandémie. L'initiative pour la survie d'enfants est un appel urgent pour changer les choses. C'est un appel à l'action pour les gouvernements, la société civile, les communautés et les parties prenantes, pour nous tous, pour réclamer les progrès accomplis auparavant, ce dynamisme. Cela ne va pas se produire si on fait les mêmes choses qu'avant. On a vu que beaucoup des opportunités faciles pour améliorer la vie des enfants ont été accomplies déjà. Les décès ont lieu là où il y a les plus grands manquements, les plus criards, y compris dans des zones fragiles ou de conflit. Donc, identifier les enfants les plus difficiles à atteindre, souvent dans les zones les plus rurales, éloignées ou des zones urbaines difficiles. Cela est très important de pouvoir le faire. Également, d'aborder la résilience sous-jacente du système, les chocs et les stress endurés par les pays, ils vont continuer. Donc, USAID, nous contribuons à l'action pour la survie des enfants en ajustant nos approches pour aborder ces difficultés. Notre administrateur, Samantha Power, vient de lancer le nouveau cadre USAID pour empêcher la mort des enfants et les morts maternelles. On veut identifier les enfants qui ont le plus fort risque ou qui sont les plus difficilement accessibles. On s'engage à développer des services de haute qualité pour les enfants grâce à des main-d'œuvre plus robustes avec une action multisectorielle pour que les enfants puissent se développer et augmente les partenariats et donne la priorité aux données pour les prises de décision et l'engagement et la redevabilité. Vous, en tant que la communauté, vous avez des solutions pour sauver la vie des enfants. Vous avez fait d'énormes progrès pour vous prouver. Vous avez identifié les interventions basées sur les preuves qui peuvent sauver la vie de la grande majorité des enfants de 5 millions que nous perdons chaque année. Et vous avez établi un pipeline d'innovation qui peuvent sauver encore davantage de ces enfants. Donc, pendant qu'on regarde vers l'avenir, vers 2030, nous devons réclamer notre progrès perdu et soutenir les pays pour redoubler leurs investissements et leurs engagements. Et nous devons être redevables les uns envers les autres. Je vous souhaite une conférence très productive. C'est important pour nous tous et je vous défie de ressortir avec des actions que tous les leaders dans tous les pays peuvent utiliser pour atteindre les enfants pour qu'ils puissent vivre de longues vies productives. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et vous savez, vous avez parlé de deux mots. Vous avez dit survie et la prospérité. On doit aider les enfants à survivre, non seulement, mais également prospérer. Et nous sommes là pour aujourd'hui. Et pour tous, merci pour tout ce que vous faites pour améliorer la santé et le bien-être pour les enfants. Mesdames et messieurs, nous passons à notre panel et je suis très enthousiaste parce que les prochaines personnes les invités sont en direct avec nous, donc on va pouvoir leur envoyer des questions. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez que nos panélistes parlent d'une question spécifique, contactez-nous, marquez votre question et je vais m'assurer que je vais leur demander d'y répondre. Et le premier intervenant pour le plénière, c'est Dr. Lisine Tuyusenge, qui est la présidente de l'Association pédiatrique du Rwanda. Bienvenue. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et vous savez, nous savons que l'intervention avec des coûts limités peuvent empêcher la mort chez les nouveau-nés et les enfants, mais dans beaucoup de pays,
ceux qui ne peuvent pas arriver atteignent les cibles de SDG en 2030. Les enfants sont abandonnés et continuent à mourir. Et ça, Liu, c'est un exemple. On a fait un exemple. On a fait beaucoup de progrès lorsqu'on parle de gérer et d'essayer de naviguer ces choses-là, même si ce n'est pas, il n'y a pas autant de ressources que d'autres, mais comment est-ce que le Rwanda a réussi? Merci. Bonjour. Bon après-midi à tous et à toutes. Donc, je suis heureuse de faire partie de cette conférence et c'est un honneur qu'on me donne ce moment pour partager avec vous notre expérience, l'expérience rwandaise. Donc, en discutant la santé des enfants, l'équité est importante vu que beaucoup de pays arrivent à une phase de réalisation des SDG. Donc, on ne peut pas y arriver si nous ne considérons pas que tout le monde, chaque enfant, chaque nouveau-né, leur santé est importante. Donc, le Rwanda a fait de grands progrès depuis quelques années, vu que notre gouvernement, nos leaders, je veux dire, ont décidé de donner la priorité et d'investir dans la santé primaire pour que la santé soit accessible à tous et de faire des progrès pour la couverture universelle. Donc, il y avait des stratégies pour s'assurer que chaque enfant, peu importe le statut économique de la famille, que l'enfant ait accès aux soins de santé grâce à- au schéma d'assurance. Pour le moment, dans le secteur informel, 90% de la population est couverte par l'assurance santé. Donc, outre ces mécanismes implémentés pour la population qui aura ainsi accès à la santé, nous avons des centres de santé où les travailleurs de la santé fournissent des soins de santé primaire très proches de la communauté. Et lorsque la distance est encore difficile, le ministère de la Santé crée ce qu'on appelle des postes de santé de seconde génération entre la communauté, les travailleurs de la santé et les centres de santé. Donc c'est facile pour la communauté pour que la communauté ait accès à des soins de santé de base. Donc, ce sont les priorités de notre gouvernement. Donc, on peut mentionner la main-d'œuvre de la santé en augmentant le nombre de fournisseurs de qualifiés à tous les niveaux dans le système de santé. Et bien entendu, le développement de l'infrastructure. Donc, un engagement solide de la communauté à travers des travailleurs de la santé. C'est une stratégie. C'est une très bonne stratégie pour décentraliser le secteur de la santé par le gouvernement, mais également, nous avons des travailleurs de confiance dans la communauté qui connectent leur communauté à des soins de santé. Donc, ils sont très utiles dans les zones éloignées ils suivent la santé au niveau du village. Donc, ils donnent des services pour la malaria, pour la pneumonie, pour la diarrhée, les soins pour les nouveau-nés et ils jouent un rôle clé pour élargir la couverture des vaccinations pour les enfants. Outre un point additionnel, une collecte de données innovantes, des outils qui nous aident à améliorer la surveillance. À partir de là, le ministre de la Santé a pu concevoir une politique plus ciblée, des programmes et des politiques. Donc, notre argument, c'est que la décentralisation au Rwanda a permis
au district de coordonner toutes les activités de santé. C'est un point important parce que les établissements et les ONG dans le domaine de la santé, cette décentralisation est issue du système de santé qui contribue au programme, au succès des programmes nationaux. Donc, je peux dire que toutes ces stratégies ont permis de réduire les inégalités et améliorer la santé de leurs enfants. La différence était la priorité donnée à la santé de l'enfant et de la mère par le gouvernement du Rwanda. Donc, l'utilisation avec les ressources limitées sont utilisées par les preneurs de décision à tous les niveaux, au niveau central jusqu'au usage final, au niveau du district. Merci beaucoup. Merci, professeur Lissine. Et vous savez, c'est vraiment encourageant d'entendre des histoires d'anecdotes de succès, parce que surtout l'Afrique subsaharienne, parce que c'est là où est la charge la plus importante quand il s'agit de la mortalité de l'enfant et de la mère. Donc, c'est encourageant de voir que nous, on a des exemples qu'on peut utiliser de la région ou sur le continent et que d'autres personnes en dehors de la région peuvent émuler. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions pour vous, donc, professeur Lissine. Donc, ne partez pas, je reviendrai vers vous, mais pour le moment, j'aimerais que le docteur, professeur Hadija Gelegansi, elle est directrice du Centre africain de l'excellence pour la population, de la santé de la population et la politique au Nigeria. Merci d'être parmi nous. Et j'aimerais qu'on parle des mères et des enfants. Quelqu'un m'a dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant qui prospère si la mère a des difficultés et on ne peut pas parler de ces deux personnes, les mères ou les enfants, ou bien les soignants et les enfants, comme des entités séparées. On ne devrait pas aborder le problème de ces deux personnes ensemble. Un des problèmes pour une mère, c'est comment, lorsqu'elle perd un enfant, une famille perd un enfant, donc comment travailler plus avec les femmes et les mères comme soignants principaux d'enfants, gardiens principaux pour qu'ils participent à l'aventure, pour s'assurer que nos enfants ne meurent pas de maladies traitables ou qu'on peut prévenir. Merci, merci. Et je crois que le dernier mot que le professeur Lissine a dit, c'est que les accomplissements, c'était parce que ils avaient une influence sur la santé maternelle et l'enfant. Donc, la stratégie ciblait les deux, pas seulement les enfants. C'est sans doute que la survie de l'enfant dépend des parents et surtout de la mère. Pourquoi je dis cela? C'est important que la santé de la santé soit tenue en compte parce que une mère saine va pouvoir s'assurer que son enfant soit également en santé. Donc, si une mère n'est pas connectée à un établissement de santé lorsqu'elle est enceinte, elle n'a pas couché avec un fournisseur de la santé dans un personnel qualifié, elle n'a pas allé dans une clinique postnatale, elle ne va pas l'emmener pour la vaccination. Donc, on doit lier la mère dès le moment de la grossesse. Et vous savez tous que toutes les complications qu'une mère peut avoir ont un effet direct sur les enfants. Si la mère a l'éclampsie ou hémorragie postpartum, ou bien si elle a une anémie sévère, soit elle meurt et les chances que cet enfant survive est négligeable. Cet enfant a moins de 60% de chances de survivre les 5 ans. Si la mère survit, elle ne va pas, avec un handicap, elle ne va pas pouvoir s'occuper de son enfant. L'aspect, la survie de l'enfant, c'est la nutrition. Si l'enfant est dans la période néonatale, s'il y a une mère qui a
une anémie grave, cas de dépression et autres problèmes. Elle n'est pas assez forte pour alimenter cet enfant. Elle ne va pas s'en occuper. Cet enfant ne va pas avoir un bon départ. Et si cette mère ne survit pas, elle ne va pas l'emmener pour la vaccination. Elle ne va pas s'assurer qu'il soit bien nourri. Elle ne va pas l'amener au établissement de santé quand il en aura besoin. Donc, c'est vraiment important que nous nous occupions de la santé maternelle si on veut avoir la survie des enfants. C'est pourquoi il n'y a pas de division entre la santé maternelle et enfants. Ça doit être la santé maternelle de l'enfant et des nouveaux-nés. Ça doit être un continuum de soins. Il faut que le régime maman-bébé ensemble, à chaque fois qu'on planifie un projet pour la survie de l'enfant ou de la mère, parce que ils sont tellement intrinsèquement liés. On doit s'assurer que la mère ait le meilleur soin de santé pour que, enfin, elle accouche d'un enfant sain et qu'elle s'occupe de cet enfant. Et elle est déjà liée, déjà introduite au système de santé. Elle va continuer à utiliser le système de santé pour s'assurer que l'enfant soit en bonne santé. Ensuite, le second problème, c'est l'éducation. Si on n'éduque pas les enfants, on ne va pas pouvoir assurer la survie de nos enfants. On sait combien c'est important d'avoir une éducation. Si vous éduquez la mère pour s'assurer elle assure la survie de l'enfant, la survie, la santé de la famille, de la communauté et de la nation. C'est que ça, quand on éduque une fille, sinon, les femmes finiront par être vulnérables. Elles ne sont pas éduquées, elles ne vont pas utiliser l'établissement de santé, elles ne vont pas accoucher, elles auront un enfant mort-né. Si le bébé survit, il sera mal nourri. Donc, c'est un cycle de pauvreté et de tous les problèmes de santé. Je suis sûre, Suleiman, j'aurais aimé qu'on ait pu demander si elle avait utilisé les soins de santé antinataux. Est-ce qu'elle a accouché dans un établissement? Elle a eu des soins postnataux. Sûrement, elle avait beaucoup de problèmes et l'enfant n'a pas été vacciné. Donc, il faut lier la santé maternelle et l'enfant comme un continuum. Et c'est la seule manière qu'on peut réussir. Et finalement, la majorité des pays qui ne sont pas sur le bon chemin ne sont pas non plus sur le bon chemin pour la survie des enfants, sur la survie de la mère. Il faut faire la survie de l'enfant et de la mère ensemble. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi il faut le faire ensemble pour assurer la survie de la mère et de l'enfant. Merci. Merci beaucoup, oui. Les enfants, la mère doivent rester en bonne santé. Et quand la mère se noie, l'enfant aussi, c'est très important. La mère de Suleiman n'est pas allée dans une clinique néonatale. La seule raison qu'ils sont survie, c'était à cause de la sécheresse et qu'on a découvert qu'ils étaient malnutris et qu'ils ont pu avoir de l'aide. Et donc, la mère et l'enfant ont été pris en charge. Maintenant, professeur Elisine, il y a quelques questions pour vous. Bientôt, on va arriver donc à la période de questions-réponses. Voici directeur pour l'Organisation de santé mondiale pour l'enfant néonatal, mère. Alors, écoutez comment il milite pour la santé des enfants. Dans la santé infantile à travers le monde, systématiquement dans les pays défavorisés et ont moins bon d'accès à la santé, de corriger l'accès
à la santé aidera à combattre la discrimination et améliorer les résultats de santé infantile. Selon les données, on voit des inégalités en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Ouest. On voit un taux de mortalité de 70%. Pour arriver à 2023 à la cible, nous voyons que plus de 60 pays n'atteignent pas les cibles. Et la majorité d'entre eux en Afrique subsaharienne. Les différences géographiques et en décès infantile sont liées avec l'accès à la santé et donc la maladie, la diarrhée sont des résultats. Les traitements pour les maladies infantiles peuvent être vaincus avec la vaccination. Par exemple, quand on regarde la la pneumonie, on voit une différence entre les enfants urbains et ruraux. Il y a de moins bons scores dans les Amériques. Il y a des pays, il y en a qui ont de moins bons scores que ceux en Sub-Sahara et l'Afrique. Quand on regarde la diarrhée infantile, eh bien, on voit que ce sont les pays les plus démunis en Afrique subsaharienne. Ces inégalités sont exacerbées davantage par la qualité de soins disponibles et les enfants sont plus aptes à recevoir des soins de qualité, de mauvaise qualité, en manque d'équipement et avec un effectif mal entraîné. Donc, améliorer la qualité des soins soignant les enfants est la meilleure façon d'aider les enfants. Lorsqu'on avance pour traiter la pneumonie infantile, nous devons surmonter les barrières financières et améliorer la qualité des services et aussi adresser les problèmes sociopolitiques comme la discrimination de genre et la santé infantile est une cible très importante vers l'objectif de 2030. Merci. Super d'avoir entendu de votre part. Maintenant, c'est la partie questions-réponses qui est toujours la partie la plus intéressante d'aucune panel. Alors, comme on a dit, professeur et les teams, il y a déjà quelques questions pour vous. Avec tout ce dont nous avons inclus, les vidéos, les discussions, ont parlé de l'Afrique subsaharienne. Et on voit le progrès que le Rwanda a pu faire en faisant de la santé infantile une priorité. On sait qu'on a beaucoup de défis à gérer, par exemple les changements climatiques. Et bien donc, et d'autres. Alors, la question, pourquoi est-ce que d'autres gouvernements doivent faire de ce sujet leur priorité? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Je dis que tous les leaders, tous les gouvernements doivent avoir une vision claire à ce sujet et de prendre en main les programmes de santé. C'est une priorité chez nous. La vision claire, la responsabilité et les programmes de soins sont les trois piliers les plus importants pour ce qui a fait le succès du Rwanda en ce domaine. Donc, je suggère
qu'on trouve des partenaires fiables et que l'on ait une stratégie claire, qu'on tient responsable les acteurs. Et ça, du coup, ça parvient de notre tradition ancestrale. C'est quelque chose que nous nous servions pour nous responsabiliser. Nous fixons des cibles, on présente devant nos leaders et on leur dit, regardez, ceci n'est pas possible car de une particularité du Rwanda, donc, le gouvernement gère les programmes de santé et soins. Alors, le pays regarde tous les programmes qui sont offerts et choisit les bons partenaires selon le programme. Et ils démontrent une volonté de leur aider selon l'endroit. Bon, moi, je ne suis pas politicienne, mais la façon que ça procède marche bien. Mais ils y vont de façon directe. Il faut qu'on se responsabilise. Et on doit suivre CGAP-T. Voilà les points clés que j'aimerais partager. J'aurais aimé partager, j'ai partagé avec vous. Merci, merci. Oui, vous n'êtes pas politicienne, mais j'ai ressenti quand même une petite touche politique. Il nous faut la bonne foi des politiques. Alors oui, c'est sûr, d'avoir cette approche multisectorielle, ça pourrait être important. Et une autre question par rapport à la mère-enfant, le régime de la mère-enfant. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires, donc j'en ai une qui... Ou bien, pouvez-vous nous donner un exemple en travaillant avec les mères et les enfants, quelque chose que vous avez retenu qui était un élément important en lien avec le régime enfant-mère? Alors, malheureusement, puisqu'on travaillait entre les groupes de travail avec les mères et les enfants, la majorité de nos recherches amènent la mère à accoucher et de se concentrer. Nos données démontrent sur l'enfant, si l'enfant a survécu l'accouchement. Donc, ensuite, il y a une lacune de recherche entre la naissance et l'âge de 5 ans. We have just had, a very successful research, and the research is on. Tout récemment, nous avons eu une très bonne recherche sur l'hémorragie postpartum et à peu près 25%, un quart des accouchements par de 14 millions de femmes à travers le monde et il y en a 7 000 qui meurent en ce moment à cause de ça. Et nous voyons en fait que nous pouvons réduire ce taux par 60% de l'hémorragie postpartum meurtrière. Alors, on l'a baissé de 60%. Tout le monde veut savoir comment est-ce qu'on l'a fait. Si nous
voulons avoir des données What is it? sur toute la vie de l'enfant, on doit aller plus loin. What is the effect on her child survival? Quel était donc l'effet sur la survie de l'enfant? She either dies or she survives with a lot of morbidity. What is Eh the bien, effect? soit la mère meurt Then ou we elle can really reste document, en vie the effect of et the on, impact of on peut maternal analyser health on the survival of children. And that is comment and I think one of the things that we can le régime this et le parcours de la mère actually to see how do we close this peut affecter can give this l'enfant. to our Et puis, government. on Tell them, you veut see, voir et montrer au gouvernement comment est-ce qu'on peut resserrer cette creusée and if you want to invest on child et survival, then you start from augmenter les taux de survie des enfants. Pour ce faire, il faut se concentrer sur la mère. Si la mère survit, elle peut fournir à l'enfant une bonne alimentation et ainsi assurer sa survie. You end up with depression. In fact, you don't even want to see the baby. J'ai mentionné que si on a l'anémie sévère, on peut avoir une dépression, Kidney disease. maladie du cœur, maladie du rein. Et puis, on peut devenir très faible. On ne nourrit pas l'enfant. On ne s'occupe pas du bébé. And we're now trying a drug that can actually reduce anemia in pregnancy. On l'allaite, on fait pas l'allaitement. Et là, en ce moment, on essaie une We know all the nouvelle drogue qui peut aider ça. Et c'est pas pris par voie orale, mais par injection. Et même avec une seule injection, in terms of ceci augmente les chances que l'enfant non seulement naisse, mais survive à jusqu'à plus de 5 ans. Ok, je vais juste rester avec vous avant de passer à la prochaine question. Vous nous avez suggéré de impliquer les gouvernements pour un bon bilan. Un de nos participants demande, regardez, il y a tellement de ressources pour les mères et pour la santé néonatale, et peu pour les jeunes mères. Nous, notre Bible, quand on essaie de comprendre la santé néonatale et infantile, quand les chercheurs viennent ici, comment peuvent-ils nous aider à combler cette lacune? Alors, si l'enfant n'est pas en bonne santé pendant la période néonatale, il va se terminer avec des complications de santé. Bien évidemment, il faut avoir une première année en bonne santé et ensuite il y a des moins de 5 ans. Et il faut continuer le soin. On ne peut pas commencer à 5 ans, il faut commencer à l'accouchement, à la naissance, même pendant la grossesse. Donc, si ça commence in vitro, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer in vitro qui peuvent lui affecter à 5 ans. Donc, si un enfant est né en dessous de moins de 2,5 de kilos, eh bien, c'est pire, ça peut être pire qu'un enfant né d'un poids de 3,5 kilos. Donc, il ne devrait pas avoir de fragmentation entre la mère, le bébé, l'enfant et l'adolescent. Tout ça fait partie du soin. Et on ne devrait pas que nous focaliser sur les enfants de 4 ans. Il faut que ça se passe de in vitro à 5 ans, fragmenté lorsqu'on parle de la santé des mères et des enfants et des conseillers. On
par de immunisation, de soins à tous les niveaux d'âge et surtout l'alimentation. L'alimentation de la mère lorsqu'elle est enceinte a un énorme impact sur l'enfant quand il est né. Donc, de façon globale, nous devons aborder ce sujet et c'est pour ça que je vous ai présenté ce problème aujourd'hui et on veut adresser ce problème globalement. We have to do this together. We cannot work in silos. And oui, il faut qu'on travaille tous ensemble. On ne peut pas tous travailler indépendamment. Et professeur, on doit travailler avec les politiciens. Je sais que vous aviez mentionné, professeur, les politiciens encore. Comment est-ce qu'on réussit political and technical leadership to help nous surmontons ce défi? Comment est-ce qu'on va avoir de bons leaders? Quels sont nos cibles pour 2015 qui nous permettront d'arriver à 2030, professeur? Oui, c'est très important. Alors, ce rôle, c'est une collaboration à travers de domaines. Par exemple, si le gouvernement fait confiance à l'équipe technique et qu'ils arrivent rapidement et font bien leur travail et démontrent de bons résultats, dans ce cas, le gouvernement va avoir de la confiance dans ce secteur et qu'il y a une volonté d'aider pour le bien du pays. Si l'équipe technique a tous les prérequis, mais qui ne sont pas responsabilités, le gouvernement va hésiter à retravailler avec eux. Donc, ils doivent quand même être ouverts entre eux et la compagnie technique le secteur public doit convaincre le gouvernement et montrer des résultats et d'aider le gouvernement à avoir du succès et ainsi la confiance s'installera. Voilà quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir pour aider nos gouvernements à avoir du succès, de plus en plus de succès. Et cette question, donc, de la part d'une des personnes phénoménales, je vous remercie encore d'être ici avec nous aujourd'hui. Et sentez-vous movements that we are creating don't just end in these conferences and these calls. We have to really bring in other people and make noise out there. Il faut qu'on s'éparpille, qu'on emmène de nouvelles personnes dans la discussion. Comment est-ce que nous faisons pour avoir la santé néonatale et infantile sur le policy agenda? While we are talking about the recommendations we give sur le programme politique du gouvernement. Comment est-ce qu'on transforme cette idée en police et loi firme? C'est une très bonne question. Je peux donner un exemple. Alors, nous, pour les pédiatres, il y avait un exemple là où on avait plusieurs représentants dans la ministre de Santé. Dans les hôpitaux, nous enseignons les étudiants aussi. Et à partir de ces initiatives et d'autres technologies et d'actions, on a pu avancer.
Ensuite, à Rwanda et peut-être dans d'autres pays, il y a des conférences scientifiques et on se fixe des objectifs lors de ces conférences et toute l'équipe y assiste. Et on le sait qu'il y aura des recommandations de la part des conférences, ceux qui prennent des décisions et dans notre équipe, les gérants, ils vont prendre ce qu'ils apprennent et ensuite l'appliquer chez nous. Donc, on se sert et on se penche sur les données et ce qui y est présenté dans ces milieux pour façonner nos politiques. Oh my goodness. There are quite a couple of questions. I know we have just a few minutes Hop to là, go. il y a beaucoup de questions. Je sais que nous avons So, Hadiza, 35 minutes à peu près. Alors, récemment, 1% for les children born to mothers recherches ont trouvé un taux de mortalité de 35% des enfants qui accouchent chez les enfants. Pourquoi on ne voit pas plus d'écriture pour les jeunes mères? Alors oui, malheureusement, la majorité de notre gouvernement croit que pour le secteur santé, il faut l'adresser au complet. Et c'est totalement faux. En fait, il y a tellement d'autres secteurs qui devront aussi participer pour avoir les résultats qu'on voudrait. Donc, c'est sans doute que tous les études nous montrent que si l'on forme les jeunes mamans, il y a une amélioration de la santé de l'enfant, de la mère elle-même, de la communauté et du pays. Donc, on doit absolument faire ça. Et dans ce cas, si on cible l'éducation sur les jeunes mamans, ça va avoir un grand impact. Ce que le gouvernement fait, on ne le comprend, on ne le consigne pas, mais comme ce qui a été fait en d'autres pays, 15% est alloué à la santé. Peut-être que le professeur nous dirait combien de pourcentage le gouvernement met dans le Rwanda, par exemple. Mais ici, ça n'a rien à voir. On parle aussi du système de transport, c'est très important. Ça aussi, tous les aspects ont un effet. Si on veut améliorer la santé de l'enfant et de la mère, il faut avoir une approche globale. Pour régler ces problèmes, le gouvernement doit faire des améliorations à travers le pays. Quand le VIH est venu, quand le COVID est venu, tous les secteurs se sont impliqués pour vaincre ces maladies. Ils ont fait de ces choses une urgence et une priorité. Sans ce genre d'approche, ça ne marcherait pas. Alors, imaginons, essayons de tracer une route qui implique multiples secteurs et vous avez l'enfant, vous avez les genres, tout est impliqué. Il n'y a pas moyen de juste le séparer comme ça. Merci. Professeur, à vous maintenant. Ah, elle vous a passé la balle, au fait. Donc, c'est quoi la proportion du budget de la santé
dans le Rwanda qui va au programme de santé néonatale et infantile. Combien? Ben, regardez, j'ai les chiffres, mais je pense que ça doit être à peu près 30% du budget de tout le secteur de la santé. De la santé. Ça doit être autour de ça. Il faut que je regarde, mais ce que mes collègues m'ont dit, c'est très important que quand on regarde les programmes de santé et d'autres programmes dans d'autres secteurs, au Rwanda, ce qu'on a fait, ce qui marche très bien, c'est qu'on a décentralisé la gestion de santé. La gestion de la santé est faite au fait en lien avec d'autres programmes dans les villages, dans les régions, au niveau local, pour pouvoir assurer que la santé de l'enfant et que tous les programmes d'alimentation et l'accès, que tout est bien géré et accessible au peuple. Également, ce qui est spécial pour le pays, c'est les décisions ne viennent pas au niveau central. Vous allez voir que les décisions viennent des niveaux inférieurs. Ils connaissent le problème. Ils envoient tout simplement tous les problèmes. Ils identifient pour le niveau central. Donc, tout le monde travaille ensemble pour s'assurer que la santé maternelle et de l'enfant soit bien gérée. J'espère, je ne sais pas si j'ai répondu. La question est un peu générale. Est-ce que j'ai répondu? Oui, parce que nous avons également une question d'un membre du public et ils veulent savoir. Vous avez abordé une partie de cela. Comment assurer qu'il n'y a pas de doublons, par exemple la programmation pour la vaccination ou le VIH. On se concentre sur le bien-être de la personne dans son ensemble. Oui, c'est un ensemble, comme je l'ai dit. C'est un ensemble. C'est pas seulement la pneumonie ou seulement la vaccination. L'enfant est dans la communauté, le travail de la santé. Ils ont beaucoup de programmes et l'enfant est vraiment au centre de tout. Et la mère au centre de tout, la famille. Donc, on gère tout autour de la famille pour que l'enfant et la mère soient dans un bon environnement pour éviter les maladies se rapportant à l'environnement, la malnutrition. Donc, tout est géré de manière intégrale. Et Hadiza, peut-être que vous voulez répondre. Est-ce qu'on peut parler du rôle des travailleurs de la santé communautaire? Et quel est le rôle des travailleurs de la santé communautaire pour promouvoir la santé de l'enfant, de la mère et des nouveau-nés? Le rôle est important dans les endroits comme de là où je viens. Nous n'avons pas assez de femmes sages, de sages-femmes. Donc, les travailleurs de la santé, leur communauté est très demandée. Dans les pays à revenus intermédiaires ou faibles, les ressources humaines, c'est un problème. Et si on veut aborder le problème de la santé de la mère et de l'enfant, il faut aborder les problèmes des ressources humaines. Donc, il faut utiliser les travailleurs de la santé communautaire. Ils sont dans la communauté. C'est le premier point de contact pour tout le monde dans cette communauté pour assurer qu'une mère arrive à l'établissement de santé pour les soins anténataux. Ils s'assurent de cela dans certains établissements. Ils sont ceux, même dans les établissements de santé, la communauté. Ils sont eux pour s'assurer que lorsqu'une femme a une complication
on l'emmène à l'établissement de santé. Donc, il la lie aux soins de santé obstétrique d'urgence. Ils vont s'assurer qu'elle accouche correctement. Et ils font une visite à domicile quand il y a un problème pour s'assurer qu'elle amène l'enfant pour la vaccination. Si elle a des obligations, elle peut discuter avec lui. Ils sont les plus proches de la communauté et qui lient la mère, l'enfant à l'établissement de santé. Donc, les travailleurs de la santé sont très importants et on doit utiliser cela parce que, comme j'ai dit, il y a tellement de manque de ressources humaines dans beaucoup de nos pays. Nos ressources humaines vont dans des endroits où l'herbe est plus verte. Donc, les médecins, les infirmières vont ailleurs. Donc, certains sont formés des compétences, une formation pour l'accouchement parce qu'ils ont une formation structurée. C'est différent des aidants à l'accouchement. Ils sont formés, ils ont des formations standards et ils peuvent soutenir la santé maternelle des enfants. Ils sont formés pour faire des soins de santé obstétrique et des soins néonataux de base. Pas compliqués, c'est différent. Parce que les aidants non traditionnels n'ont pas de formation fixe, mais les travailleurs de la santé peuvent faire des soins de santé obstétrique, ils peuvent faire montrer comment faire à la mère, comment faire les soins de santé kangourou, ils peuvent donner la vaccination, s'occuper de la diarrhée, faire la plupart pour les besoins de base au niveau de la famille et de la communauté. Lorsqu'ils passent au prochain niveau, ils peuvent ensuite lier cette famille au prochain niveau. Vous avez besoin des médecins, des infirmières, la sage-femme, davantage d'installations. Alors, vous allez au niveau tertiaire s'il n'y a pas assez, donc il faut des soins intensifs, des soins spéciaux. Donc, on doit s'assurer que nous équipons les travailleurs de la santé communautaire, on leur donne assez de compétences pour qu'ils puissent être le premier point pour la famille avant d'arriver à la sage-femme, le médecin et autres. Et Lysine, à quel point est-ce que les travailleurs de la santé communautaire ont contribué au succès du Rwanda? Ils font un travail formidable. Ils aident les travailleurs de la santé dans différents établissements. Ils sont plus proches des familles. Ils gèrent les maladies, même pour les enfants, la diarrhée, le paludisme, la pneumonie. Ils travaillent là-dessus et ils amènent des enfants très malades aux établissements de santé le plus rapidement possible. Ils rapportent des cas, s'il y a un décès ou une mère ou un enfant très malade, ils attirent l'attention, ils les accompagnent. Ils accompagnent le patient aux établissements de santé. Donc, ils jouent un rôle clé dans la communauté pour que le patient soit soigné le plus vite possible. Ils font un travail formidable. Il y a plusieurs commentaires de gens qui parlent de l'ordre du jour 0-12, comment on assure la survie des enfants. Et utilisons 2 minutes pour parler de cela. Hadiza, où en sommes-nous avec ce temps du jour à 0-12? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer que on comble l'écart pour s'assurer que tous les enfants soient vaccinés et ont les vaccins qu'ils méritent et qu'ils devraient avoir? Je reviens au numéro 1 d'abord. C'est une volonté politique. Je suis vraiment impressionnée par le Rwanda. Elle l'a dit clairement
Ça doit être une priorité pour le gouvernement. Le gouvernement dire c'est la priorité et on le prend comme priorité. Et ça va être une des choses que nous allons gérer. Donc, la volonté politique, comme on a dit, il y a tellement d'autres problèmes. Tout est important, mais on doit les avant-coureurs, ça doit être ça. On doit investir dans l'éducation des filles. Si on veut une impact sur la santé des enfants, des mères, de la communauté, de la famille et de la nation, il faut améliorer le financement de notre santé parce que vous ne pouvez pas donner la vaccination de par lui-même. Ça rentre dans le cadre d'un système de santé. La vaccination est dans un système de santé. Le système de santé doit recevoir des investissements. Si vous voulez que nos enfants soient vaccinés, on doit investir dans le système de santé. On doit continuer à éduquer nos communautés et passer aux leaders religieux, le communautaire traditionnel et la famille. On parle de la mère, mais rappelez-vous, on doit intégrer les hommes également parce que ce sont les hommes qui soutiennent la mère pour qu'elle fasse ce qu'elle... Donc, les hommes doivent faire partie de la conversation. On a besoin des communautés, on a besoin des leaders traditionnels et religieux, les familles, pour s'assurer que la communauté comprend l'importance de la vaccination et donc s'assurer que leurs enfants soient vaccinés. On doit renforcer les systèmes de santé, pas seulement augmenter le financement. Il faut le renforcer, comme j'ai dit, la vaccination, c'est dans un système et on doit renforcer tout le système. Elle l'a dit très bien. Le professeur Lizine, c'est tout un système qui les a amenés là où elles sont. Il faut avoir les ressources humaines, des produits consommables, l'équipement, le respect aux patients, etc. C'est donc un tout. Je vais m'arrêter là. Et vous avez bien couvert tout ça. Donc, Lysine, quand Hadiza parle de ramener tout le monde de la conversation, quelqu'un du Nigeria ou en parlant du Nigeria, il y a beaucoup. Comment s'assurer qu'il y a un soutien aux soins de la santé qualifiés et pour parler également. Comment amener les gens tels que les soignants à l'accouchement, les aidants à l'accouchement traditionnel et les femmes retournent vers eux et elles vont accoucher avec eux. Donc, comment s'assurer qu'ils font partie de la communauté qui plaide pour les soins de santé pour les enfants. C'est une question d'organisation, de décentralisation, comme j'ai dit. Donc, les travailleurs de la santé font un très bon travail, mais également toute la communauté. Ils s'aident les uns les autres. Par exemple, qu'une femme va accoucher dans un établissement de santé, donc l'accouchement dans un établissement de santé tourne autour de 70% maintenant. Je dois revérifier, mais c'est très élevé. Ça va dans une direction positive et tout le monde participe au niveau du village. Je remercie qu'il c'est important de se soutenir les uns les autres et les gens sont mieux éduqués par rapport à l'année dernière. Donc, le niveau d'éducation est plus élevé. Et le niveau d'engagement, comme j'ai dit, dans tous les secteurs est élevé. Donc, il y a cette cible à atteindre. Et donc, je remercie. C'est comme ça que le Rwanda allait très rapidement parce que tout le monde travaille ensemble comme une population pour atteindre les cibles, comme je dis. Merci. Et
on reste sur le domaine de la vaccination encore un peu. Il y a une question. Au cours des dernières années, globalement, il y a une vaccination, un manque de confiance en la vaccination. La question est, quel est le rôle de cette méfiance à jouer dans la vaccination des nouveau-nés et comment retrouver la confiance de la communauté? Il y a beaucoup de désinformation partout. Je pense que au Rwanda, la couverture d'immunisation, de vaccination est de 95%. Donc, pour nous, ça n'a pas été un grand défi. OK, très bien. Brièvement, Alissa. Oui, il y a une manque de confiance et on doit en faire beaucoup pour regagner la confiance. Et la clé, c'est l'éducation. L'éducation, lire. Et il faut enseigner à la communauté, donner de l'instruction aux travailleurs de santé communautaire pour pouvoir vraiment dissimuler l'information et de trouver deux personnes de confiance pour en parler. Quelqu'un que le monde admire, un leader de la communauté, mais pas quelqu'un qui vient d'en dehors de la communauté pour venir parler des vaccins. Il nous faut quelqu'un qui fait partie de la communauté et qui en prend la responsabilité pour soutenir et promouvoir l'objectif. Et on voit en Nigeria, par exemple, que le taux a baissé à 80% suite au manque de confiance en la vaccination. Mais pour moi, vraiment, je pense qu'on peut avancer. Il y a beaucoup de questions sur la vaccination d'enfants, mais avec les contraintes on ne peut pas pouvoir tous les aborder, mais ça montre comment tout le monde s'y intéresse. Je sais qu'il y a eu d'autres forums et d'autres endroits. Vous pourriez certainement organiser d'autres rencontres à ce sujet. Professeur Lishin, alors, nous avons parlé des objectifs de 2030. Il y a des données de 54 pays qui sont sur la bonne voie. Il nous reste que 7 ans, quelques mois pour réaliser ces objectifs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre l'équité et atteindre nos cibles? Je commence par vous, professeur. Moi, mon conseil, c'est d'augmenter et de renforcer la santé primaire. Je pense, moi, globalement, qu'on doit se concentrer sur les jeunes enfants et la naissance. C'est ce dont on a parlé à Cape Town lors de la dernière conférence. Et on doit se focaliser là-dessus. De notre réponse nationale, on doit prendre en considération, on doit privilégier la santé des jeunes mamans et d'avoir la volonté de continuer. Donc, il nous faut la volonté politique pour continuer. Messieurs et mesdames, maintenant, c'est un très beau moment de pouvoir avoir ces conversations. Laissez-moi juste souligner quelques-unes des choses dont on a parlé. Certains des chiffres ne sont pas nouveaux.
Ça fait depuis quelques années que nous les avions et on les avait en 2015 avant qu'on ait rédigé les rapports. On avait nos méta-cibles et méta-promesses pour tous ceux qui écoutent et qui voudraient aller voir les ressources et le contenu de cette conférence. On peut engendrer une conversation et continuer à clarifier nos cibles. Et moi, je dis toujours, ça fait quelques semaines maintenant, alors on blâmait le COVID et les changements climatiques et d'autres facteurs. Par exemple, aidez-moi à comprendre pourquoi les enfants nés dans l'Afrique subsaharienne ont plus de chances de mourir avant leur 5e anniversaire que d'autres pays. Et depuis les 30 derniers pays, ça, tellement nos pays n'ont pas de croissance en cet domaine et que les organisations et le secteur privé fassent des donations et travaillent pour corriger ce tracé. Il nous reste que 15 ans. Nous avons beaucoup de travail à faire et merci encore d'être venu ici avec nous aujourd'hui. Lorsque vous entrerez prochainement dans les séances de réseautage, pensez à tout ça et emmenez des suggestions et des idées et nous espérons que ces appels à l'action se transforment en actions concrètes pour nos pays et nos gouvernements. Je vous souhaite tous, lorsque on va aller dans la période de réseautage, maintenant, ce fut un plaisir d'avoir été votre hôte aujourd'hui. En terminant, j'aimerais, juste avant qu'on regarde une vidéo de la part de JSI portant sur la transition. Pouvez-vous deviner quels investissements ont le meilleur retour sur investissement? Investir dans les personnes. Quand on donne l'éducation basique, c'est pour ça que les pays investissent de façon considérablement dans l'éducation. Par contre, ces programmes se terminent à 5 ans, mais rien de magique se passe. À l'âge de 5 ans, les enfants ont besoin de soutien après, durant leurs années scolaires. Par exemple, dans l'école primaire, leur cervelle grandit à la taille de l'adulte. Il y a l'adolescence et la puberté. Et c'est à l'école qu'ils développent des compétences pour la vie. Ils ont toujours besoin de nourriture, d'eau, et de soutien. Donc, on doit bâtir les écoles dans les prochaines années. Les écoles sont primordiales. Busy health clinics like this approach peuvent accueillir plusieurs enfants. D'avoir des cliniques, c'est une recette gagnant-gagnante. Avec ce programme, nous voyons que les gouvernements doivent concevoir de leur programme d'une façon à soutenir les enfants lors de leur transition à l'adulte, à la vie adulte. Dans chaque communauté, il y a des besoins précis. Dans les endroits qui n'ont pas accès à l'alimentation, les écoles peuvent les fournir. Dans les endroits où ils ont des mosquitos de malaria, les enfants sont protégés à l'école. Et dans d'autres endroits, ils peuvent avoir accès aux médicaments à l'école.
transportation vers l'école ou, par exemple, regardez, les enfants peuvent voir s'ils ont besoin des lunettes. Et l'école leur permet de devenir de bons adultes et de garder en bonne santé, avoir de bons résultats. Et l'alimentation à l'école réduit les absences. On enseigne aussi les aléas de la malaria. Nous avons tous entendu la phrase « la santé, c'est le bonheur ». Et quand ils sont en bonne santé, les enfants peuvent espérer des revenus supérieurs, comme vous voyez, gagnent plus comme adultes. Et pour chaque 100 000 repas qui sont servis aux écoles, il y a des 200 emplois qui sont créés. Et à travers tous ces pays, les acteurs travaillent ensemble pour fournir un avenir plus prospère.